Merci, bonsoir à chez vous. Merci de vous avoir nombré ce soir, ce samedi. Les rendez-vous d'avant-bruit, comme nous l'avons toujours dit, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Nous déployons nos énergies, notre temps, uniquement à votre service. Heureusement, vous nous aviez fait déjà confiance et vous respectez ce rendez-vous à tout moment. Vous nous envoyez des messages, des encouragements, mais aussi des félicitations. Merci beaucoup. Encore un samedi d'analyse, un samedi qu'on va revenir sur les grandes questions d'actualité pendant la semaine. Comme d'habitude, on a des invités sur ces plateaux avec qui on a toujours débattu, on a toujours analysé des questions qui touchent au cœur de la République. Vous savez, comme on a toujours dit, la République démocratique du Congo est au-dessus, n'ose pas de nos aspirations, de nos intérêts mesquins. Voilà pourquoi nous prenons notre temps pour parler de notre pays. Et parce que la guerre que nous connaissons aujourd'hui a plusieurs fronts et l'autre front de cette guerre, de cette agression, c'est le front médiatique. Voilà pourquoi chaque samedi, nous avons l'habitude de nous rencontrer autour de ces plateaux avec des journalistes, des analystes, pour parler République démocratique du Congo. Doudou, vous êtes journaliste, mais aussi analyste. Vous êtes un habitué des Congo Presse à CM13 Télévision. Vous nous avez fait honneur de répondre à cette invitation. D'abord, je vais commencer par vos impressions par rapport à la situation de manière globale de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci à tous nos téléspectateurs. Ici, je salue les invités qui sont avec nous sur le plateau. La situation sécuritaire m'inquiète. Je commence par là parce que les informations à notre possession nous découragent un peu. Mais toutefois, comme c'est notre pays, on ne peut pas se décourager. La meilleure des choses à faire, c'est de nous renforcer plus davantage, de nous encourager et d'avancer. Et aussi, je voudrais vous féliciter. Je viens de chez moi, j'étais à Lodja. Vous avez fait un tour quand même là-bas. À Lodja, je suis rentré le jeudi. Vous étiez chez Lambert Mende, ouais. Jean-Charles Okoto. Semel est suivi. Il y a des gens qui ont l'internet, voilà, qui nous suivent régulièrement et c'est très bien. On nous a demandé aussi de vous féliciter. En tout cas, merci. Tous les invités que vous appelez chaque fois, qui analysent très bien les sujets d'actualité. Je pense que la seule chose que j'ai, la tristesse que j'ai, c'est tout simplement la situation de l'Est. Mais je pense que d'ici là, peut-être on aura la version claire et précise du gouvernement. Qu'est-ce qui se passe concrètement maintenant à l'Est? Parlons un peu nous avons besoin de savoir. Parlons un peu de Sonkourou. Vous étiez pour un programme de lancement de programme anti-érosion qui rentre dans les programmes du chef de l'État de 145 jours. Et comment ça s'est passé? Oui, ça s'est très bien passé. Il y a eu le lancement des travaux d'un projet anti-érosif que j'avais assisté au Sonkourou. C'était très bien passé. Et d'ailleurs, c'est pour la première fois au moins que j'ai commencé à regarder Félix Tshisekedi comme quelqu'un qui pouvait peut-être faire quelque chose chez nous. C'est la première fois parce qu'il n'a jamais pensé au Sonkourou. Au moins, même si les gens se posent toutes les questions possibles sur la suite des événements, on a lancé les travaux, la société est là, mais jusqu'à présent, ils ont débloqué seulement 30%. Du montant global de financement. Du montant global. Alors avec les 30%, jusque-là, j'ai vu les ingénieurs en train de se battre. Nous attendons la suite, mais au moins, il faut féliciter l'entrepreneur, il faut féliciter tous les Sankourois qui se sont déplacés, parce que j'ai vu tous les dignitaires de chez nous sur place à Lodja et le gouverneur, mais ça donne l'espoir. Et aussi, très bientôt, l'information à notre possession, il semble qu'on va lancer encore les travaux de l'aérodrome de Lodja et aussi la route qui mène de Lodja à Benadibele. Donc, si on le fait, Félix Tshisekedi, on peut les regarder en 2023. Si ce n'est pas fait, carrément. On peut les regarder. Oui, on peut les regarder. On peut les regarder parmi les candidats. S'il n'y a rien, sincèrement. Ça, c'est trop fort. Oui, c'est ça la vérité. Je dois rappeler que vous venez d'un périple avec l'ex-premier ministre Adolphe Muzito dans le cadre des observations sur ce qui s'est passé à Kwamutu. Et vous étiez à Kwamutu, d'ailleurs, je le rappelle. Oui. Est-ce qu'il y a eu quand même certaines informations à votre possession qui démontrent tout le contraire sur le terrain?
Bon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose parce que comme nous avons été à Kwamouth, nous avions essayé de faire le tour des chefs et des dignitaires de ce côté-là. Et puis, avec les efforts qu'a fourni le gouvernement après notre passage à Kwamouth, je pense qu'il y a relativement une accalmie observée de ce côté-là. Mais la dernière fois, nous sommes allés, c'était dans le cadre toujours d'aller voir, parce qu'à Kwamouth, vous trouvez plus des communautés téquées. Donc, il fallait, pour des raisons d'analyse, pour analyser la situation dans sa globalité, il fallait aussi aller écouter le côté Yaka, de ce qui c'était la version Yaka de ce conflit. C'est comme ça qu'on a été avec notre Premier ministre qui veut s'enquérir de la situation et pour pouvoir trouver des solutions. Si à son niveau il ne peut pas, il comptait aussi amener à son niveau pour parler, pour pouvoir trouver la solution pour ce peuple qui s'entretue entre eux. C'est le même peuple. Les Téké et les Yaka ont toujours habité ensemble. C'est dans ce sens-là qu'il s'est rendu dans le Kwango. Après le Maïdom, on était dans le Kwango. Et puis nous, on l'a accompagné en tant que journaliste pour pouvoir aussi s'enquérir de la situation et pouvoir expliquer à notre peuple ce qu'est le Congo profond de ce côté-là. Voilà ce qui a été l'objet de notre périple. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la réalité sur le terrain? Par rapport à ce que j'ai vu dans le Kwango, ce que, en tout cas, la population de ce côté-là a vraiment de quoi avoir la rancune contre les différents dirigeants qui se sont succédés à la tête de notre pays. Ah, pourquoi? Parce que vous trouvez les territoires de villages, une terre qui existe dans un pays, mais qui a été complètement oubliée. Quand je parle d'oublier, parce qu'on ne trouve ni infrastructure, que ce soit sur le plan sanitaire ou routier, vous ne trouvez même pas la présence de l'État, symbolisée par la police par exemple. Dans certains villages, quand vous allez, il n'y a même pas de policiers. Quand vous allez, même pour trouver le drapeau même du pays dans le Kwango, c'est difficile. C'est à trouver à quelques endroits. Vous vous souvenez d'ailleurs que le territoire de Kasumula, par exemple, c'est le plus grand territoire même du pays. Mais quand vous y allez, vous ne trouvez ni route, ni marché, ni quoi que ce soit. Donc il n'y a rien. Le peuple se démerde, vit comme ça. Donc c'est déplorable. Et quand vous voyez le niveau de pauvreté, les niveaux des enfants, je peux dire par l'observation, je peux m'abuser, même à avancer des chiffres et dire que 70% des enfants qui vivent dans le Kwango, notamment à Kasunguna, Popokabak et les différents villages, sont malnutris. Vous savez même le voir à l'œil nu. À l'œil nu, et ça fait mal. Ça fait mal de voir. Et puis, quand vous demandez à la population, elle ne demande qu'une seule chose. C'est la construction de la route nationale numéro 16, la route nationale numéro 17, qui peut relier cette province à d'autres provinces et surtout à Kinshasa pour pouvoir couler notamment les marchandises et consommer. D'ailleurs, si je pouvais ajouter quelque chose, vous allez dans le Kwango, par exemple, vous trouvez que la chèvre coûte très moins cher que le poisson, par exemple. Comment ça? Non, mais je vous dis parce que là-bas, ils élèvent les chèvres et donc tout ce qui leur manque, c'est une route pour évacuer leurs marchandises. Vous n'avez pas rencontré les éleveurs qui étaient les éleveurs, non, mais en tout cas, le nombre de vaches que je trouvais dans les villages quand vous quittez à Popokabaka par exemple, quand vous quittez Popokabaka pour aller traverser vers Kwamo pour aller vers Bloba Congo, le nombre de vaches, et ces vaches étaient en très bonne santé. Alors je me suis demandé, je n'ai pas eu de réponse, je voulais savoir c'était qui le propriétaire de ces vaches et comment il faisait pour avoir un tel élevage de bovins dans un tel milieu. Il est à sa première participation sur Congo Presse, à CML 13 Télévision, la chaîne de professionnalisme. Lui, c'est Isaac Christophe Piana. Il est aussi journaliste, à sa première participation sur Congo Presse. Isaac, quelles sont vos impressions? Et de manière globale, la République démocratique du Congo se porte comment? Merci beaucoup, cher Francis, et j'en profite pour saluer tous les confrères qui sont sur ce plateau. Malheureusement, je ne trouve pas de femmes. Moi, je suis un tout petit peu spécialiste en genre et j'aimerais que dans des situations pareilles, qu'on se retrouve aussi avec des femmes, ça leur donne aussi... Les femmes, il faut vous manifester. Voilà, l'émission également. Congo Presse, elle est vraiment ouverte à tout le monde. Également. Femmes, hommes, donc qui que vous soyez, nous, à CML, il n'y a pas une vision à suivre.
il n'y a pas d'injonction. Mais sinon, nous recevons tout le monde, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, c'est le peuple qui va juger. Journaliste de l'opposition. Déjà qu'il s'agit des journalistes, il n'y a pas d'opposition ou de majorité. J'ai parlé de Samuel 13. Très bien. Je parlais de la chaîne qui reçoit tout le monde. Très bien. Ah, d'accord. Alors, il faut bien me suivre quand je parle. Merci vous beaucoup. risquerez de m'attribuer des propos. Non, on a peur. Merci beaucoup. Alors, comment va le pays? Moi, je pense qu'il n'y a qu'à voir ou à suivre les propos de mon confrère de gauche, à suivre les propos de Moïse, à suivre tout ce qui se raconte par rapport au centre du pays, à ceux qui viennent du centre du pays, dans le deux Kasaï. Vous pouvez directement déduire qu'il y a un grand espace du pays qui va très mal. Aujourd'hui à Kinshasa, vous n'allez pas vous confondre. Il suffit qu'il y ait pluie, il suffit qu'il y ait une petite situation de pénurie de carburant ou quelque chose comme ça. Même la circulation, les routes, en tout cas, ici à Kinshasa, dans le centre du pays, dans le Grand Bandundu, et je ne sais pas s'il y a une seule partie du pays où les choses vont tellement bien. Parce que si on va à l'est, là c'est autre chose. En parlant justement de pluie, je me demande, j'ai eu même des questions à travers ceux qui nous suivent à la cité. Et quelqu'un m'a dit, mais messieurs le journaliste, finalement, qu'est-ce que le gouverneur Jean-Tini Gobila faisait pendant toute la période où il n'y avait pas de pluie? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que 85-90% de parties de communes de la ville de Kinshasa sont dans une situation terrible, parce que vous avez vu, le dernier pluie, on a démontré. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, aujourd'hui, parce que quelqu'un me disait, Jean-Tini Gobila travaille pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, mais est-ce que dans cette situation-là, on continue toujours à matérialiser la vision du chef de l'État, ou peut-être c'est mal comprendre la vision, ou soit c'est ça la vision du chef de l'État, mais c'est vraiment terrible. Je ne crois pas que cela soit ainsi, sauf que nos politiciens ou nos dirigeants, parfois ici à la ville, manquent des stratégies. Vous avez soulevé une question intéressante. Qu'est-ce que Jean-Tini Gobila faisait pendant qu'il ne pleuvait pas? Jean-Tini Gobila travaillait pour l'implantation de son parti. Il a largement mobilisé. Vous pouvez sillonner la ville, vous trouvez des insignes de son parti partout. Il y a eu un grand lancement au Stade des Martyrs. Stade des Martyrs aujourd'hui qui reçoit un autre événement. Je ne sais pas si on va en parler, mais Jean-Tini Gobila s'est concentré sur ça et sur d'autres événements divers. Aujourd'hui, pendant que la ville est en danger, à chaque fois qu'il y a pluie, les cœurs des gens commencent à battre. Si vous avez des enfants à la maison et que il y a la pluie qui s'annonce, vous vous demandez où placer les enfants ou garder les matériels ou les objets, le meuble de la maison. Vous comprenez tout ça, et qu'est-ce qu'on entend? On entend que l'hôtel de ville se serait déjà mis dans les travaux pour aménager la ville pour les fêtes de fin d'année. J'ai eu un ami qui m'a dit qu'il fallait qu'on travaille sur un projet. Mon cher Webi qui m'a déplacé ça pour ordinateur dans les côtés qui n'a pas inanda. Vous imaginez et on pense déjà à aménager des coins où les gens vont aller fêter. Je ne sais pas s'il pleut, il y a une habitude de pleuvoir le 25 décembre ou le 1er janvier. Les gens vont aller fêter sous les eaux, on se demande. Cependant, d'un autre côté, au niveau national, parce que ce n'est pas seulement au niveau provincial, mais il faut voir aussi au niveau national qu'est-ce qui est fait. Les infrastructures, ça pose problème. Ça pose problème. Nous avons un ministre, bien sûr, il faut aussi s'occuper de la profondeur du pays à l'intérieur, mais il y a aussi lieu de revoir au même niveau, je dis bien au même niveau, la refonte ou la refondation de la ville de Kinshasa par rapport à d'autres villes du pays. C'est-à-dire, il faut penser à la ville, à la ville de Kinshasa, au même moment qu'on pense aussi à Kwango, au même moment on pense à Lodja, parce que si on doit construire là-bas, Kinshasa n'est pas un laisser. Voyez-vous ce que Kinshasa devient aujourd'hui? Demain, on pensera à déloger peut-être la capitale. Danzang.
Kinshasa est sous l'eau, pratiquement. Il faut le dire comme ça. Je crois qu'à Kingabois, de l'autre côté, au fond, le président s'est fait même déplacer. Il a même fait des promesses de l'autre côté. Je ne sais pas s'il y a des gens autour de lui qui sont chargés de suivi de ces promesses parce qu'il promet un peu trop. Est-ce qu'il fallait attendre ces moments-ci pour que le gouverneur mobilise son équipe et commencer à lancer des travaux? C'est une parenthèse par rapport à la première prise de parole. On va revenir sur les grandes thématiques. Merci beaucoup Francis d'abord pour l'invitation. Je remercie, je salue la prise de parole de tous les confrères qui ont été pertinents. Ils ont fait pratiquement un état de lieu de la ville, du pays, et on se dit finalement que ben voilà, les constats est le même, tout le monde se plaint de la situation. Il faut ne pas être quinoa pour ne pas se plaindre de la situation que nous vivons. Vous avez parlé des promesses du chef de l'État. Promettre n'est pas mauvais. Promettre n'est pas mauvais. Mais réaliser, c'est mieux. C'est ça, c'est le plus important. Il faut réaliser. Alors, la présidence de la République, bon, moi je me dis, il ne faut pas qu'on mette tout sous le dos du président et de la présidence. Nous sommes dans un État où le pouvoir est parti suivant les catégories de façon échelonnée et chacun doit faire son travail. C'est le pouvoir d'attribution. C'est ça, le pouvoir d'attribution. Dire que ramener tous les problèmes du Congo à la présidence, c'est en quelque sorte celui qui dit l'enfer c'est les autres. C'est-à-dire il voit le mal souvent chez l'autre, mais lui-même il ne voit pas le mal. Et donc il faut une prise de conscience au niveau national. Déjà quand vous voyez la ville de Kinshasa, nous sommes une ville très 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 engorgée. C'est-à-dire nous sommes vraiment concentrés sur un même coin. Et il faut vraiment un plan d'urbanisation pour désengorger. Il n'y a pas que nous qui sommes coincés sur un même espace. Il y a aussi ceux qui sont en province. Tous les jeunes qui quittent les provinces, qui viennent étudier Kinshasa, ils remplissent Kinshasa. Il n'y a pas que, il y a les commerçants qui viennent chercher des débouchés, vous voyez. Et donc il faut vraiment penser à un plan d'urbanisation parce que, vu la démographie, l'évolution de la démographie, Kinshasa risque d'être la ville la plus peuplée d'Afrique d'ici les 30-50 prochaines années. Alors, il faut vraiment y penser. Vous gardez le micro, vous gardez la parole. On attame directement la première thématique de cette émission, l'agression rwandaise. On va toujours en parler étant donné que le problème n'est pas résolu. Bunagana est toujours sous contrôle du M23. Il n'y a pas de lieu de faire la fête pendant que notre pays est assiégé, pendant que l'Est de la RDC, il y a Code Day, pendant que nos frères, nos sœurs se déplacent, quittent leur demeure pour aller dans de brousses, passer de nuit à la Belle Étoile. Donc on va continuer toujours à parler de cette question de l'agression rwandaise au travers l'M23, le retrait des éléments kenyans, et aussi on va se poser la question, quel espoir pour nous Congolais. Alors, la question que je vous pose, Dan, la question continue. Aujourd'hui, Bunagana est toujours sous contrôle du M23. On nous a dit, on est journaliste, il y a eu des échos très très positifs de nos frères RDC et qui ont quand même cherché à bousculer l'ennemi, le M23 et ses alliés. On a eu quand même quelques résultats, mais on nous dit que ce matin, la situation a semblé un peu bouleverser certaines choses, mais aussi les éléments kenyans qui ont été déployés pour maintenir la situation. Il y a un nouveau président qui est arrivé, qui a demandé tout simplement que ces éléments se retirent. Et d'après les informations à notre possession, ils se sont retirés. Qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, nous pouvons espérer pour le moment? Bon, espérer déjà que cette force puisse résoudre nos problèmes, c'est se mentir à soi-même. Déjà, il y a une contradiction autour de cette information sur le départ des troupes kenyanes. Quand vous suivez la porte-parole adjointe du président Tina Salama, qui dit que ben voilà, les troupes kenyanes ne sont pas parties. Il s'agit d'un premier contingent qui était déployé pour ramener les dispositifs sécuritaires, les matériels militaires. Et cette troupe-là qui a rapporté les matériels militaires et qui est rentrée. Les troupes censées combattre n'ont pas encore été déployées. Ça, c'est Tina Salama qui le dit. Donc, il n'y a pas eu de contradiction jusque-là. Mais dans le fond, dire que nous devons attendre quelque chose de cette force de l'EAC, je suis un peu dubitatif parce que quand vous vous rendez compte que ça fait
ça fait 2 mois et demi qu'ils sont déployés là. Les troupes burundaises ont été déployées dans le sud Kivu au mi-août, à la mi-août, dans le sud Kivu. Mais aujourd'hui, ça fait 2 mois passés. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il n'y a pas de résultats. Le M23 continue à occuper Bunagana et ses alentours. Voilà, nous ne sommes pas stratégistes de la guerre, mais il y a des gens qui ont appris à l'école, qui ont appris pendant plusieurs années comment mettre fin à une situation d'insécurité permanente que nous connaissons au Congo, ça fait plusieurs décennies. Il y a ces professeurs-là que le président de la République peut réunir pour qu'on puisse savoir au niveau interne comment mettre fin à ça. Parce que la gestion du pays, on la gère en pensant à demain. Les décisions que nous prenons aujourd'hui, quel sera l'impact demain? Je ne pense pas que ces troupes sont là pour perdurer dans le temps et mettre fin à l'insécurité, assurer la sécurité de façon permanente. Non. Et donc, il faut qu'au niveau interne, nous pensions déjà à cette sécurisation dans notre pays du point de vue de façon permanente et de façon forte. Voilà un peu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire d'abord, c'est quoi? Il faut qu'au niveau interne, nous sentons cette mobilisation interne. C'est vrai, la guerre, il y a ceux qui sont en train de diriger cette guerre, notamment le président de la République, c'est lui qui est le commandant suprême. Mais déjà au niveau interne, il faut que nous sentions, nous, peuple, engagés aussi dans cette situation. Mais apparemment, vous êtes en contradiction avec le chef de l'État, parce que pour lui, il a pleinement confiance à la mission, à l'organisation régionale, aux éléments déployés sur le front. Il a dit à BBC, un média britannique, il a avoué, il a dit que cette situation, la problématique du MV3 sera résolue définitivement par cette force régionale. Vous vous demandez à ce qu'il y ait une organisation au niveau interne, c'est plus efficace que d'espérer toujours dehors. Vous êtes en contradiction avec le chef de l'État, apparemment. Je suis en contradiction avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune armée étrangère qui a mis fin à la guerre dans un État qui n'est pas le sien. Ça ne s'est jamais fait nulle part au monde. À moins que vous ayez un exemple. Quelle est cette armée qui a mis fin dans un État qui n'est pas le sien? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, les pays qui se font respecter aujourd'hui, ils sont non seulement une économie forte, mais également une armée forte. La Russie, c'est une puissance militaire. Les États-Unis sont des puissances militaires. La Chine, c'est une puissance militaire. Si nous voulons nous respecter, le pays, la RDC est un État, je l'ai dit l'autre fois, c'est un État très important qui a des minerais stratégiques, des minerais pour la survie des grandes puissances, des multinationales. La fabrication des appareils, des véhicules électriques que produit Tesla. La fabrication des automobiles, la fabrication des téléphones que nous avons avec le coltan. Vous voyez? Ça veut dire que aussi longtemps qu'on aura besoin de téléphone, on pensera à la RDC. Vous voyez? Et donc, nous devons penser à quoi? Au niveau interne, nous devons apprendre déjà à préparer la guerre. Ça, c'est votre proposition. C'est ma proposition. Merci beaucoup. Je prends Doudou, la RDC toujours agressée, Bunagana toujours assiégée par le Rwanda, parce qu'aujourd'hui c'est pratiquement inutile de citer le MV3, il faut fixer l'opinion pour dire que c'est le Rwanda comme on l'a toujours dénoncé. L'espoir qu'on a, ou l'espoir que le chef de l'État place au niveau de la force régionale déployée pour mettre fin à cette situation. Apparemment, on ne sent pas cette force s'engager comme on pouvait l'attendre. Alors, est-ce qu'on est encore de l'espoir dans cette force? Et qu'est-ce que vous proposez pour qu'on arrive finalement à résoudre ce problème? Oui, merci Francis. Je voudrais rapidement dire quelque chose sur Kwamutu. Nous avons un ami qui était là, qui vient de nous raconter un peu, qui venait de nous raconter un peu ce qu'il a vu. Mais peut-être il a oublié de souligner une chose, que je ne sais pas si j'étais seul à suivre cela. On nous a présenté des bandits, 80 éléments, parmi les gens qui sèment la trouble. Voilà. Plus grave, sur ces plateaux, rappelez-vous, on est venu nous parler d'une main noire. Si vous allez vous rappeler. Oui, on nous a dit non, il y a une main noire derrière, tout ça. C'est sur ces plateaux que je disais que les services de sécurité doivent bien travailler et bien communiquer. Cette version a été rejetée par Monseigneur Ambongo qui était sur terrain. Et on l'a attaqué par tout le monde.
qu'il est complice, pourquoi il n'accepte pas, pourquoi il ne croit pas qu'il y a une main noire. Et lorsqu'on nous a présenté ces 80 voyous, on n'a présenté aucun étranger. Sur ce plateau, il y avait que des Congolais. Il y avait un confrère qui parlait, non, il y a des gens qui parlent des langues qu'on n'entend pas, des spéculations, des bêtises pareilles. On doit nous éviter ça dans cette république. On avait peur dans cette ville que non, la ville était déjà envahie parce qu'à Kouamoutou, c'est quelques kilomètres d'ici. Nous avons eu peur gratuitement comme ça par des gens mal formés et mal informés. Il y a même la gouverneure Rita Bola. Non, mais c'est par rapport au rapport. Je pense qu'elle est de Maïndombe qui a dit publiquement que le pays était assiégé, nous sommes infiltrés, le chef de l'État doit s'élever et trouver solution à ces problèmes. On n'a présenté aucun étranger. Les gens qui parlent je ne sais pas quelle langue, on n'a présenté personne. C'est pour autant dire qu'on nous a trompés. Et ce n'est pas bon. C'est pourquoi vous voyez même dans les réseaux sociaux, ce qui se passe à l'Est, il faut éviter de rapporter ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas vécu. Ce n'est pas important. Mon frère en face, Dan, a parlé de... Il ne faut pas mettre tout sur le dos du chef de l'État. C'est très bien, Dan. Je vous aime bien. Et après, vous parlez de la ville. Sur ce plateau, j'avais dit que Ngobila, mariage Ngobila et Jekoko, apparemment, ça ressemble comme un groupe d'affairistes. Il faut qu'ils évitent. Il faut qu'ils évitent ce qu'ils font. Aujourd'hui, ils sont dans tous les fronts. Non, mais sincèrement. Pour détruire les maisons. Voilà, c'est ce qui est plus important pour eux. Les constructions anarchiques autour de cimetières. Non, je crois que c'est aussi un travail, il faut reconnaître. J'ai dit que c'est nécessaire, mais est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que c'est prioritaire ce qu'ils font aujourd'hui? Les gens sont noyés, il y a des problèmes qu'ils peuvent facilement faire, mais c'est comme des affairistes. Sincèrement, moi je me dis, est-ce que ces deux personnes vont nous produire un bon résultat? S'ils vont continuer à être là, comme responsables de cette ville, je commence à douter. Oui, je faisais confiance à pas seulement Kingabwa. À Lingwala, c'est terrible. Il n'y a pas de Kingabwa parce que j'ai Coco. Non, je vous dis, c'est terrible. C'est là où il met sa force. Sur le dossier de Bunagana, l'agression rwandaise, j'ai suivi le communiqué ici, c'est la déclaration des États-Unis, si vous avez suivi, qui reconnaît que non, le Rwanda et tout. C'est pour la première fois. Non, il ne faut pas dire. C'est ça que je n'aime pas. Oh. Des États voyous comme des États-Unis, comme ça. Ce ne sont pas des pays accordés même de l'importance. Et après mais il faut attendre. Alors, lorsqu'ils ont accepté, lorsqu'ils ont cru que la Russie attaquait l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sanctionné la Russie économiquement. Pourquoi ne pas sanctionner le Rwanda? Ça, c'est une distraction, une façon de nous faire dormir debout. Attendez, ce sont des aventuriers. Ils ont demandé au Rwanda d'arrêter d'attaquer la République démocratique du Congo. C'est pas suffisant pour ils arment l'Ukraine. Ils n'ont pas demandé à la Russie d'arrêter. Au moment où ils demandent à la Russie, ils arment l'Ukraine pour se défendre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce pays? Ils ne sont pas volés nos minéraux. Ce sont des voyous. Il faut éviter de me parler de pays pareils. Vous avez parlé de cette histoire de quoi force régionale sur ce plateau. Je vous ai dit que ce sont des touristes. J'étais attaqué par un ami ici. Ce sont un groupe de touristes qui sont venus pour regarder seulement comment le Congo compare qu'il y a beaucoup de minéraux. Comment ça se passe? Ils ne feront absolument rien. Je vous dis, ces gens-là ne feront absolument rien. La meilleure des choses, c'est de prendre conscience. Votre proposition. Allez-y. C'est de prendre conscience. Une conscience collective. Nous n'avons pas, je vous dis, nous n'avons pas, non, pas la conscience collective, parce que vous n'allez pas dire à Fayoulou, qui vous dit aujourd'hui que non, c'est à cause de vérité des urnes qu'il y a une guerre à l'Est, qu'il y a la guerre à l'Est. Il peut Fayoulou. Non, mais je vous dis, peut-être vous ne l'avez pas suivi. C'est tout simplement parce qu'il y a, comme il y a guerre à l'Est, c'est à cause de vérité des urnes, parce qu'on n'a pas respecté celui qui était élu. Est-ce que comme ça, vous allez demander l'unité? Non. Il faut écarter ce qu'il faut écarter, comme les Fayoulou. Parlons République. Ceux qui ont la conscience, qui ont besoin de défendre la République, nous sommes là. Mais malheureusement, il n'y a pas un bon discours du côté du gouvernement. Il n'y a pas un discours de guerre. Il n'y a pas un discours de mobilisation. Je vous dis malheureusement. Non, mais on a toujours appelé aux Congolais d'être derrière notre armée, non? C'est comme ça que le président Zelensky parle. Lorsqu'il y a agression, il vous dit non, il faut être derrière l'armée, nous. Oui. Venez, combattons ces voyous. C'est ça le discours qu'il faut tenir. Non, Prenons des propos comme le général de la police qui a dit prenez les machettes, ces voyous sont en face de nous, préparons-nous pour les combattre. Il n'y a pas de discours, on ne peut pas aménager maintenant des discours diplomatiques
gratuitement ou inutilement comme ça. J'ai besoin, aujourd'hui, les informations que nous avons, que nous ne pouvons pas divulguer parce qu'on n'a pas de confirmation. Mais sinon, si c'est vrai, vous pensez que nous allons continuer à dorloter ces autorités qui sont là? Non. Le peuple va c'est notre pays. Nous devons nous organiser. Comme une fois, lorsqu'il y a eu prise de Bukavu, si je ne m'abuse. Oui, de Goma et Bukavu, oui. Bukavu avec Moutebousi et les voyous de Kunda ou je ne sais pas encore qui. Nous devons nous mobiliser partout là où nous sommes. S'il faut tenir ce que nous pouvons tenir, mais déclarons la guerre sans demander l'autorisation du président de la République, sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Le peuple doit se prendre en charge et nous devons nous prendre en charge avec tout ce que nous avons comme moyen. Parce que sinon, nous serons envahis même ici à Kinshasa si nous ne faisons pas attention avec le discours diplomatique. Non, regardez, il faut attendre votre Karega, il est toujours là. Mais nous accusons les Rwandais d'être derrière l'M23. Karega est là. L'M23 que nous considérons comme groupe terroriste, les États-Unis nous demandent de négocier. Carrément. Peut-être qu'il y a une politique derrière le gouvernement de garder d'abord Karega à Kinshasa, le temps d'évaluer. Il n'y a pas de politique, c'est la peur. C'est la peur, mais je demanderai à nos autorités de prendre une position et surtout de nous dire ce que nous devons faire. Nous allons l'exécuter, nous sommes prêts. Le peuple est derrière le FARDC, le peuple est derrière ses autorités, mais pas des autorités faibles. Nous avons besoin de voir une autorité qui prendra les risques de nous dire ce que nous devons faire et nous l'exécuterons. Sans problème. Moïse, nous sommes agressés. La RDC est agressée par le Rwanda. C'est la première fois, quand même, c'est une fierté, que les États-Unis reconnaissent de manière officielle que le vrai agresseur de la RDC, c'est le Rwanda. Et on a même demandé au Rwanda d'arrêter de financer le V3. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une avancée? Bon, j'ai beaucoup de choses. Je vais poser aux questions au Banénon Rosé. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la manière dont vous parlez des États-Unis, c'est comme si c'était à peine qu'ils se mettaient au courant de ce qui s'est passé en RDC. Ah, mais ils viennent de reconnaître ça de manière officielle. Oui, mais je pense que Loulou l'a très bien dit. Je ne sais pas si je pourrais le faire mieux que lui. Il a très bien dit que le déclarer dans un document en une phrase, ça n'aide pas la RDC. Et qu'au nom de la communauté internationale, c'est les États-Unis qui sont la première puissance mondiale en termes d'armement. Et la première puissance militaire mondiale. Si les États-Unis estiment que la RDC est victime d'une certaine injustice. Et vous savez, même dans le document, il ne parle même pas du Rwanda. Il parle des forces de défense rwandaises. Les États-Unis évitent même de parler du Rwanda pour dire carrément au régime rwandais d'arrêter. Ça veut dire qu'il y a des tournures comme ça pour juste dénoncer quelque chose qui est flagrant. Et d'ailleurs, quand on parle du soutien de la déclaration des États-Unis, le secrétaire d'État américain, le secrétaire américain était ici, Blinken, ici à Kinshasa, on lui a posé la question clairement de ce qu'il pensait du conflit RDC au Rwanda. Il l'a dit clairement, il l'a répété. Ce n'est pas comme si c'est en rentrant aux États-Unis qu'il a eu d'autres informations. Non, le rapport des experts des Nations Unies était déjà sur la table et débattu au Conseil de sécurité avant même que ce secrétaire d'État débarque en RDC. Pourtant, il avait du mal à reconnaître que la RDC était agressée. On lui a posé la question, il a recommandé à la RDC de négocier avec le Rwanda dans un dialogue. Qu'est-ce que vous proposez justement? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin que les États-Unis ou tel autre pays reconnaissent que nous sommes agressés. Non. Le problème aujourd'hui, le premier au niveau interne. Pourquoi? Les rebelles qui avancent ne sont pas à un nombre illimité, ils sont dans un nombre restreint, ils ne sont pas plus que la population. Et de ce que nous connaissons des activités militaires, un militaire ne se sentira pas en sécurité quand il est au sein d'une population qui lui est étrangère ou qui lui est, comment dire, le mot m'a échappé, qui lui est hostile. Non. Aujourd'hui, par exemple, en arrivant ici, on nous dit que les M23 sont en train d'avancer, sont arrivés à couper même la route nationale numéro 2. C'est parce que la population qui est en ces lieux-là lui est favorable. Et c'est ça, c'est ce que nous déplorons. Je peux aussi comprendre que cette population-là s'est sentie durant des années, durant des décennies, délaissée par le pouvoir central et qu'au moins à un moment donné, c'est délaisse. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé la population sur place? Dire que je n'ai pas le choix. Parce qu'on nous dit que les populations se déplacent vers d'autres cités. Justement, mais les rebelles ne peuvent pas arriver, ne peuvent pas avancer si les populations leur sont hostiles. Donc, moi, je suggérerais déjà, outre les mesures sécuritaires qui pourront
qui pourront être prises à l'issue de ce Conseil de sécurité qui vient d'être convoqué en ce moment même. Je pense qu'il faut d'abord, comme le disait quelqu'un ici sur le plateau, j'ai oublié qu'il faut qu'on mobilise notre peuple derrière le FARDC, surtout dans cette partie du pays. Soyez un peu clair. Cette mobilisation, qu'est-ce que vous voulez estimer par la mobilisation? Par la mobilisation. Vous savez, du peuple derrière le FARDC. Vous savez, on est des FARDC. journalistes, nous avons tous appris des lettres et nous avions une théorie banale que nous avons tous apprise à l'université, c'était celle de la communication à double étage. C'est-à-dire se servir des leaders sociaux pour pouvoir convaincre la base que voilà, nous sommes en guerre, nous sommes agressés par le Rwanda et voilà l'attitude à observer en ce moment pour aider les forces militaires. Parce que vous savez, nous on n'a pas nous n'avons pas des grands renseignements. Vous avez appris dernièrement que c'est maintenant même qu'on commandait des hélicos de guerre pour pouvoir attaquer depuis les airs, les rebelles, tout ça. Ça, on n'en avait pas. On nous renseigne même que, voilà, il y avait... L'information a été démentie par le ministre. Oui, le ministère de la Défense et Ancien Combattant avait démenti cette information à travers un communiqué. Si le ministère de la Défense vient démentir cette information, c'est pour des raisons diplomatiques et on le sait. Qu'aujourd'hui, la RDC ne peut pas afficher flagramment qu'elle veut s'attacher à la Russie. Non, mais vous n'allez pas me dire à moi que... Parce que si l'information est démentie, pourquoi le média Africa Intelligence n'est pas attaqué? Non, ça c'est de bobards. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est que nous n'étions pas prêts, c'est vrai et c'est compréhensible parce que nous avions un problème de budget avant. Parce que c'est maintenant que nous avions pour la première fois, depuis que ces pays existent, depuis le départ de Belge, que nous atteignons même un budget de 10 milliards de dollars, qui est même un budget que d'autres pays en Afrique ici affectent seulement à l'armée. Donc nous, on a quand même des avancées. C'est vrai qu'on n'était pas prêts. Mais aujourd'hui, s'il y a un front au moins sur lequel nous pouvons avancer et espérer gagner, c'est le Front populaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est sur ce terrain-là qu'on peut avancer en attendant. Comme Dan, là aussi dit, la solution autour de cette question de l'Est de la RDC, c'est la mobilisation. Je voulais revenir sur un point qui a été épinglé. Alors, vous gardez ça, quand on va tourner la parole, vous allez réagir. Non, mais il faut noter, vous allez réagir. D'accord. La solution pour résolver ces problèmes, c'est la mobilisation du peuple derrière nos forces armées. C'est la proposition de nos amis sur ces plateaux. Je ne sais pas, est-ce que vous épousez le même avis que nos amis? Merci pour la parole, cher Francis. Alors, si vous suivez les propositions ou les propos de nos confrères ici sur le plateau et même la réalité qui se passe sur le terrain, vous trouverez qu'il y a un sérieux problème d'information. Nous avons un sérieux problème d'information autour de la situation sécuritaire du pays. Il n'y a qu'à commencer, je vais épingler rapidement, le conflit dans le Grand Bandundu, où vous avez trouvé des contradictions entre le gouvernement, qui était sur le terrain, et la mission de l'Église catholique, qui était aussi sur le terrain. Quelqu'un a dit même sur ce plateau que Daniel Asselo de l'Intérieur n'est même pas arrivé à Kwamut. Mais il y a eu une photo, avec de lui et le ministre des Droits humains, même sur la pancarte de bienvenue à Kwamut. Nous avons suivi à travers les médias. Donc, les deux délégations il est arrivé, mais c'était en une journée. C'est-à-dire, il arrive, il fait une cérémonie, il rentre. Voilà. Donc, il n'est pas s'imprégner de la vraie situation sur le terrain. Vous comprenez, donc, on a maintenant tellement de doutes que tout le monde est mobilisé à aller prendre l'information à la source. Moi, il y a quelques jours, c'était en privé, mais j'ai demandé des renseignements à Moïse parce que je prévois déjà de descendre sur le terrain moi-même parce que je ne peux plus me fier comme ça aux informations de l'Église catholique ou de telle ou telle autre délégation. Même Moïse, en qui j'ai beaucoup de confiance, je commence à douter de ces informations, lui qui vient de là. Comment? Voilà. Parce qu'il y a plusieurs versions. Parce qu'il y a plusieurs versions qui se contredisent. Du côté de l'Est du pays, qu'est-ce qu'on nous dit et qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Actuellement, demandez ou posez la question au ministre de l'Information. Est-ce que le territoire... Vous voulez parler de Patrick Mouyaya? Très bien.
parler de... Rutshuru. Oui. Le village de Kiwanja. Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru, actuellement, est entre les contrôles et entre les mains de qui? Il va vous de vous emballer dans de gros français, bien soignés. Demandez si réellement les FRDC ont le contrôle de la route nationale numéro 2 qui mène vers l'aéroport de Goma. Nous sommes en train de nous embrouiller alors que les informations qu'il faut donner à la population, d'abord à la population locale pour qu'elle se préserve, et aussi à la population du pays pour qu'elle ait confiance. Quelle confiance on peut faire lorsque on a entendu jusqu'à faire des éditos. Nous sommes des journalistes ici, nous en avons fait des éditos dans nos médias par rapport aux informations que nous avons reçues du gouvernement, comme quoi l'armée congolaise était dans l'offensive et que le M23 était déjà essoufflé et que très bientôt, Bunagana serait repris. Mais aujourd'hui, au-delà de Bunagana, c'est 2 ou 3 autres villages et tout le territoire de Rutshuru. Donc, il y a d'un côté les informations militaires que nous, on peut ne pas discuter. Hein, c'est-à-dire, nous ne sommes pas militaires ou spécialistes. On peut être spécialiste en journalisme de guerre, mais pas dans les corps pour sortir des informations ou divulguer des informations de l'armée. Mais il y a d'un autre côté les informations par rapport à la réalité que nous devons savoir pour mieux mettre la population dans la confiance. Aujourd'hui, tout le monde doute de toutes les informations. Je viens de lancer une petite contradiction avec l'achat des hélicoptères, avec l'armée, avec la Russie, alors que la RDC ne peut pas, mais doute de se positionner soit derrière la Russie ou derrière les États-Unis. On commence à douter même des versions du ministère de la Défense où le ministre a expliqué de lui-même dans un communiqué que l'armée congolaise ou le gouvernement n'avait jamais conclu un contrat pour l'achat des effets militaires ou quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que nous, en tant que pays, alors que le gouvernement venait de nous remettre 30 ans de militaires. Les États-Unis d'Amérique qui reconnaissent l'implication du Rwanda. Bon, les États-Unis d'Amérique n'ont pas parlé du Rwanda en tant que pays. Ils ont parlé d'une protection des forces de défense rwandaises. Je complète un ami qui l'a dit sur ce plateau. Donc cela ne devrait pas être une fierté pour nous pour dire voilà, on souffre, on meurt et puis les États-Unis le reconnaissent. Hein, reconnaît notre agresseur et puis nous, on est là, on attend l'action des États-Unis. Non. On devrait de nous-mêmes être en action. L'autre fois, on s'est posé des questions. Est-ce qu'il faut nécessairement une force régionale ou bien une force étrangère pour venir appuyer les FARDC? Est-ce que les FARDC, d'elles-mêmes en tant qu'armée, ne peut pas combattre les M23? On s'est posé ces questions. Aujourd'hui, on se dérange lorsque l'armée kenyane se retire. Pourquoi on y met toute la confiance pour résoudre le problème. Voilà, on avait toute la confiance sur notre armée, mais on devait compter. Pourquoi on devait encore compter sur même les communicateurs de l'armée nous ont rassuré que l'armée congolaise est à même. Nous avons des informations que notre armée se porte toujours bien sur le terrain. Notre armée se porte toujours bien sur le terrain avec beaucoup de traîtres. On a arrêté combien en l'espace de 2 mois? Vous pouvez me dire? Il y a combien de généraux et des officiers et des hommes de terrain qui sont aujourd'hui on parle en Ndolo. Ils ont été ramenés ici et puis ils sont incarcérés en Ndolo. Alors, donc, pour finir, votre conclusion et la proposition peut-être. Ma conclusion par rapport à la guerre de l'Est. Bon, pas à la guerre de l'Est, c'est trop vague, mais par rapport à cette situation. Par rapport à l'agression rwandaise. Aujourd'hui, par rapport à cette situation. L'autre fois, nous avons eu un problème de la guerre asymétrique parce qu'on devait combattre des gens qui avaient des machettes, qui s'intégraient au sein de la population. Mais finalement, ils se sont retirés. Hein. Oui, parce qu'ils ont laissé la place aux Rwandais. Mais non, aujourd'hui, nous avons des gens qui ont des armes. Des armes que le secrétaire général des Nations Unies a même qualifié de sophistiquées. Qu'est-ce qui manque maintenant pour que nous puissions engager nous aussi des armes sophistiquées que nous aurions ou que nous avons?
Nous n'en avons pas. Donc vous trouvez, Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? vous trouvez la pour voie de engager- la parce que guerre, c'est mieux que la voie diplomatique. Dans la guerre, excusez-moi de le dire un peu en lingala, Moutawamio Libanga, Bambaye Libanga, Obete Munduki te. Kasi Moutawabeti Munduki. Il faut donc c'est le Moudouki. Qu'est-ce qu'il pose le Munduki? Donc vous trouvez qu'il est temps pour la République démocratique du Congo D'engager les gros moyens pour ces petits groupes armés. Même si c'est gros, oui, pour ce petit groupe armé, ça en vaut la peine pour le finir. Parce que en 2013, ça a été le cas. Et ça puis, sera la nous avons deuxième vu le résultat. prise de parole. Je voulais Et d'ailleurs annexer quelque chose par rapport à ce que vous Christophe allez disait tout à l'heure. prendre, dès qu'on vous accorde la parole pour la deuxième thématique. Sinon, parce je vais qu'on oublier. n'a pas tout le temps. On n'a pas tout le temps, vous avez noté. On commence avec la deuxième. On entame la deuxième thématique. C'est autour des élections de 2023. Il y a plusieurs défis soulevés par les politiques, mais aussi le défi sécuritaire. Vous avez parlé tout à l'heure de Bunagana, de la sécurité à l'est de la RDC. Est-ce qu'on va y aller et abandonner cette partie? Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a assuré lors du briefing hebdomadaire que la RDC va aller aux élections avec Bunagana et aucune partie de notre pays ne sera cédée aux rebelles ou à un pays étranger. Ça, c'est un défi très très sérieux au niveau de l'Est de la RDC. Est-ce qu'on va y aller? Mais aussi, on va prendre la position de Martin Fayoulou qui répondait à une question d'un confrère de RFI et France 24 sur la possibilité d'avoir ou d'obtenir des élections crédibles à 2023 et quelle serait sa position au cas où les élections ne seront pas organisées dans les délais. Alors, vous êtes des journalistes, vous avez eu sa réaction par rapport à ça. À cette première prise de parole par rapport à cette thématique commence par Moïse parce qu'il avait des éléments oui. à réagir par rapport à vos réactions. Par rapport à ce que disait tout à l'heure, allez-y, avant de prendre le deuxième. Un problème d'information au niveau de la gestion de cette guerre. Je pense que c'est quand même un avis que je rencontre parce que vous savez que maintenant, là, par exemple, nous parlons du M23 qui est en train d'attaquer le FARDC. Nous disons, le gouvernement dit par exemple que non, le FARDC se comporte très bien sur le terrain. Alors que la population sur le terrain, la population locale vous dit que voilà, le Rutshuru centre, c'est-à-dire, on peut dire le chef-lieu du territoire de Rutshuru est en ce moment entre les mains du M23. Donc je pense qu'il y a un sérieux problème Il faut engager les gros moyens. Non, même pas le gros moyen. Je pense aujourd'hui, là maintenant je vais revenir à ce que disait tantôt Doudou. Il parlait de 80 bandits qui ont été pris à Kwamout. Bon, ça c'est une information que j'ai entendue en arrivant à Kwamout, dans un village qu'on appelle Massambio. On a parlé de 80 personnes qui sont arrivées par baleiniers qui disaient être venus inaugurer une église de Noix qui est là-bas, alors qu'ils sont venus, les baleiniers sont rentrés vides. Donc ceux qui sont venus faire, on ne sait pas. Mais de là à dire qu'ils étaient forcément des étrangers, ça je ne peux pas l'affirmer. Autre chose que j'aimerais ajouter, c'était par rapport justement, c'était toujours à ce qui se passe à Kwamout. J'ai eu des informations, je ne confirme pas, mais sur place j'ai eu des informations des gens qui m'ont dit qu'en fait cette guerre, ce conflit intercommunautaire, c'est quelque chose qui a été instigé par des hommes politiques qui auraient, je dis bien au conditionné, découvert du pétrole sur ce terrain du pétrole de Bateke et qui voudraient se partager ce terrain-là. Et donc il faudrait créer de la psychose et puis tout ce qu'il y a là pour pouvoir occuper largement ce terrain qu'ils ont déjà acheté d'ailleurs. Des autorités congolaises. Des informations politiques. Il y a ce sont des informations que nous avons eues. Donc congolais qui sont à Kinshasa dans des salons climatisés. Allez-y. Je ne vous coupe pas la parole. Prenez la deuxième thématique. Je vais aussi prendre rapidement la question de Fayoul parce qu'on en a parlé ici. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un problème de leader politique. On a un problème de patriotisme. Parce que Fayoul, quand il profite de ce qui se passe à l'Est, on est en train de tuer des gens. Lui parle de la vérité des urnes. Moi, je me plains. Aujourd'hui, si nous pouvons caricaturer, nous pouvons déduire ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, c'est la Mouka. Parce que ce sont ces gens-là qui l'avaient porté, lui, Fayoul, où il est aujourd'hui. Il a quelle alternative? Quand on lui pose la question, M. Fayoul, une fois devant Kagame, qu'est-ce que vous dites? Il parle des oignons. Donc, ce qu'il faut dire aujourd'hui, que moi, je suis contre la politique de la diabolisation. Il faut arrêter ça, c'est révolu. C'est Tshisekedi qui nous a amené ça, il est parti. On a vu ce que l'UDPS fait aujourd'hui, même si on peut aujourd'hui encourager
sur le plan financier, ce qui se passe, et puis la justice, et puis quelques brins d'espoir. Mais concrètement, on n'a rien. Quand on demande à Fayoulou quelle alternative il nous présente aujourd'hui par rapport à ce que fait Tshisekedi, il n'en a pas. Il ne fait que diaboliser Tshisekedi. Ça, c'est un faux discours dont nous ne voulions pas. Nous voulons aujourd'hui des leaders politiques qui sont d'abord des patriotes, qui peuvent aujourd'hui prendre des initiatives. Est-ce que Fayoulou aujourd'hui a peur des élections, comme on l'a dit, par rapport à sa prise de position d'il y a 2 jours? Bon, ça, je ne sais pas. Ce sera au peuple de sanctionner chacun. Dire qu'il a peur des élections, non. Je l'entends chanter chaque jour des élections. Et je pense qu'aujourd'hui, la politique de haute toi que je me mette, c'est quelque chose qu'on doit bannir. Notre peuple doit bannir. La politique de la diabolisation, on doit arrêter. Il faut qu'aujourd'hui, un politicien, quand il se met sur un plateau, qu'il explique au peuple ce que lui il présente, des propositions concrètes, que lui peut apporter pour nous trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, on est buté à ce problème-là. On a eu des gens qui ont diabolisé Kabila hier, et aujourd'hui, vous avez un pays à gérer. Vous voyez qu'on n'était pas préparé. Donc, nos positions doivent se préparer à ce que quand tu arrives au pouvoir, qu'il y ait des solutions concrètes et non arriver et apprendre d'abord sur le terrain. Je n'ai pas abordé. Non, mais allez-y parce qu'on n'a pas tout le temps. Vous avez pris tout le temps la question des élections. À répondre. C'est ce que je dis. Donc, la question. S'il faut aujourd'hui. On va aller aux élections en laissant Bounagana sous contrôle du M23. S'il faut que moi je mette mon avis personnel, je pense que les élections n'apportent rien à notre pays si ce ne sont que des dépenses. Je peux le prouver, si j'avais assez de temps, je pouvais le prouver. Mais seulement que nous sommes dans un contexte... C'est important ce que vous dites. Il faut que ceux qui nous suivent quand même... Les élections n'apportent rien de concret à notre pays. C'est-à-dire sur le plan de développement. C'est-à-dire, pour les élections, nous sommes obligés de dépenser plus d'argent que nous faisons entrer. Pour les élections, nous croyons pouvoir amorcer notre développement en changeant d'individu à la tête du pays, alors que le problème à changer, ce n'est pas les individus, mais plutôt le système. Donc, avec les élections, nous avons récurremment du carburant dans le discours de haine que affectionnent les opposants congolais, ce qui nous pose encore un autre problème sécuritaire. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, nous ne pouvons pas faire autrement. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile aujourd'hui de faire passer un discours de haine, dire aux gens que celui qui est là au pouvoir, c'est lui le problème du pays et qu'il faut le remplacer. Et quand celui qui est au pouvoir bloque les élections, c'est un problème sécuritaire qui vient s'ajouter au problème sécuritaire que nous avons déjà aujourd'hui. Donc nous sommes obligés d'organiser les élections, malheureusement. Mais si on pouvait repenser tout ça, je pense qu'aujourd'hui, la priorité, ce ne sont pas les élections, mais c'est plutôt se rassembler pour ce qui se passe à l'Est. Malheureusement, mon discours est impopulaire et ne va pas rencontrer l'assentiment de tout le monde. Mais en tout cas, c'est ce que je pense personnellement en tant que... D'après ce que vous dites, il est mieux d'aller aux élections, il est bon d'organiser les élections, mais le mieux à faire, c'est d'abord attendre qu'il y ait la paix au niveau de l'Est de la République. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi je le dis ? Parce que je pense que la guerre, ce n'est pas seulement un effort patriotique qu'il faut fournir, mais c'est surtout et d'abord un effort financier. Et tant que nous n'avons pas la solution à Bunagana, je pense que ce serait de notre part... La dernière prise de parole, c'est tout à l'heure. Je prends Dan par rapport à cette question des élections 2023. Il y a un défi sérieux, un défi grave, c'est le défi sécuritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à aller aux élections pendant qu'à l'est de la RDC, ça chauffe, Bunagana est sous-occupé, mais aussi la position de Martin Fayoulou qui, répondant à une question d'un confrère, vous savez ce qu'il a dit, il a trouvé bon qu'au cas où les élections ne seront pas organisées, il faut une transition et cette période transitoire peut être dirigée soit par quelqu'un de la société civile. Il faut seulement dire transition sans Tshisekedi. Transition sans tourner, c'est ce qu'il a dit. Il faut laisser Fayoulou dire ce qu'il veut. Alors, c'est aussi un acteur politique, c'est un Congolais, soit c'est M. Batil Kwebo et qui rassure cette période transitoire. Votre avis? Merci. J'ai combien de minutes d'abord avant de parler? Allez-y. J'ai combien de minutes? Le minutage est réglementé par le présentateur de l'émission. Comme ça. Mais rassurez-vous. Déployez mon argument. Rassurez-vous que vous avez. Vous risquez de perdre. Vous prenez là le temps. Bon, ok, on y va. Je vais d'abord revenir sur la question de sécurité avant de prendre la question des élections. À propos de la sécurité, la question de nous vivons aujourd'hui avec le M23, on l'a déjà vécu en 2012-2013. Et la solution était venue. D'où, nous savons tous, il y a la brigade d'intervention rapide qui était venue notamment par les États de la SADC qui avaient donné les troupes. Et on avait mis en deux routes le M23.
Voilà, la question avait déjà été réglée. Pourquoi on n'essaie pas la même recette puisqu'elle avait payé? Pourquoi on ne l'essaie pas? Je ne sais pas pourquoi. Parce que le Rwanda et l'Ouganda n'avaient pas soutenu le M23 comme on l'a constaté aujourd'hui. Peut-être oui, mais nous savons que les parrains traditionnels du M23, c'est l'Ouganda et le Rwanda. D'ailleurs, quand nous les avons mis en deux routes, ils sont allés se réfugier au Rwanda. C'est de là qu'ils se sont recomposés pour revenir au Congo. Donc nous savons que cette magouille vient de ces États de l'Afrique de l'Est. Et je suis en train même de mettre en cause le Burundi, parce que le Burundi, c'est pas... le passé nous rapporte que le Burundi n'a toujours pas été gentil avec les Congolais. Dans tous les États de l'Est, là, la communauté de l'Afrique de l'Est, là, je pense qu'elle a beaucoup plus intérêt à ce que cette situation perdure pour qu'elle puisse se retrouver. Parce qu'il n'est pas normal que dans un pays voisin, il y a une insécurité, les gens meurent, mais vous vous en foutez carrément, c'est incroyable. Donc on n'a pas intérêt à espérer grand-chose de ces gens. Non, parce qu'eux ont un intérêt. La guerre qui perdure là-bas... Sur votre plateau, je les avais qualifiés d'hypocrites. Ils sont hypocrites. Et c'est ça même la politique internationale. Tous les États sont hypocrites. Voilà. Ça, c'est clair. La question électorale. La question électorale. Il faut aller aux élections sans Bunagana, sans la partie Est. Bon, on l'a vécu en 2018, mais ça n'était pas une bonne expérience parce que ça crée des frustrations. Et le président est un peu moins légitime qu'il devrait l'être. C'est un problème. Appelé à cohabiter avec tout le monde. Appelé à cohabiter avec tout le monde. La question des élections, je pense que je vais un peu adopter la posture de Moïse. Il n'a pas totalement tort de dire que les élections sont coûteuses pour le Congo inutilement. Vous savez que nous sommes en train de vivoter. Ça ne résout aucun problème. Vous savez que nous vivotons au Congo. C'est pas possible. Est-ce que vous savez que nous vivotons au Congo? Est-ce que vous savez que les Congolais vivent avec moins de dollars? Est-ce que nous sommes en train... Est-ce que nous mettons tous... Exposons nos problèmes sur la table. Si Doudou expose tous ses problèmes sur la table, on peut fuir. Si Moïse met tous ses problèmes sur la table, nous pouvons tous fuir. Si Christophe ou moi-même, nous avons des problèmes énormes. Parfois, quand nous nous mettons quand nous promenons, personne ne voit les problèmes de l'autre. Nous avons des sérieux problèmes au Congo. Chaque citoyen a des problèmes. La question électorale est importante, mais on ne va pas aller aux élections pour les élections. Vous voyez, il faut un cadre approprié pour aller aux élections. Fayoulou l'a dit en demi-mot. Il a dit, dans les conditions actuelles, il est difficile d'avoir des bonnes élections. Il faut aller aux élections, oui, mais quel genre d'élections? Chaotique. Et après ces élections-là, vous avez dépensé de l'argent, vous avez des dirigeants qui sont en train de balloter. On ne sait vraiment pas, je n'ai pas encore fini. Allez-y, chutez par là. On ne sait vraiment pas où est-ce que nous allons. Donc il faut vraiment que nous puissions repenser différemment notre pays. Nous devons repenser différemment. En abandonnant d'organiser les élections dans le délai. Non. Combattre le 1v3, récupérer Bunagana. Non. Et après, on organise les élections. Non, vous ne me comprenez pas. Je ne dis pas que les élections sont mauvaises. Les élections sont bonnes. Mais les élections pour les élections, non. Non. Tu ne vas pas aller voter quelqu'un pendant que chez toi, tu as des sérieux problèmes. Ça va ressortir de quoi? Il faut qu'on se mette dans la posture de dire, je fais ça pour quel résultat? Est-ce que quand on change Tshisekedi d'aujourd'hui, la solution va être trouvée automatiquement? Non, je ne pense pas. Et donc, je suis en train un peu de partager le point de vue de Fayoulou pour dire qu'on ne peut pas aller aux élections dans des conditions pareilles. Non. Non, on n'aura pas des bonnes élections. Christophe, qu'est-ce qu'il faut faire pour finir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous nous mettions tous autour d'une table. Ça, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Et on se partage les gâteaux. Non. Pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. Tu dois prendre des mesures pour résoudre d'abord un problème qui est beaucoup plus crucial. S'il vous plaît. Mais pendant cette période, c'est ça la question de Fayoulou. Les amis, nous devons définir. On va se mettre ensemble. Nous devons définir. On se met ensemble. Vous pensez qu'à l'Ukraine, on va organiser les élections maintenant, là, même si le mandat du président en place et on va laisser Tshisekedi, même en dehors de son mandat, gérer la situation. Vous pensez qu'à l'Ukraine maintenant, là, la politique congolaise. Nous devons définir. C'est justement là ça le problème. S'il vous plaît. C'est ça le problème. Nous devons savoir où est-ce que nous allons en tant qu'État. Pendant que nous ne savons pas, pendant que nous sommes dans des cosmétiques, les autres avancent. Les autres se développent. Alors, vous voulez respecter la Constitution, c'est très bien. Alors, mais après, on veut respecter ce qu'on ne peut pas respecter. Attendez, Christophe, Martin Fayoulou a peur des élections, selon une certaine opinion. Fayoulou a peur des élections. Il proposerait même que Bati Lukwebo assure la période transitoire
Vous avez suivi, apparemment, la même logique a été posée par les confrères Dan et Moïse, que les élections ne nous amènent rien au pays et on ne peut pas privilégier les élections et laisser une partie de la RDC sous occupation. Vous épousez la même logique des confrères sur ce plateau. D'abord, pour répondre à la proposition des Fayoulou, qui est Bahati Lukwebo aujourd'hui président du Sénat, cette opportunité n'est pas envisageable lorsque le président de la République est en place ou est en pleine fonction. Il y a des préalables, il y a des cas majeurs reconnus par la Constitution. Constitutionnellement, on remplace par le président du Sénat lorsque le président de la République est empêché. Un poste vacant. Le président de la République est empêché, grave maladie ou carrément la mort. Mais ce n'est pas que le président est là, on se décide, bon, tu restes chez toi et puis l'autre prend le pouvoir parce qu'on a décidé comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Constitutionnellement, il faut qu'on reste parfois dans les textes, même si ça nous fait mal. Deuxièmement, est-ce qu'il faut organiser nécessairement les élections? Mais oui, qu'est-ce que vous voulez, messieurs? Donc, nous sommes dans un pays qui a adopté le mode de prise de pouvoir par élection. Même si une partie du pays est occupée par le Rwandais. Non, il faut aller aux élections, vaille que vaille. Lorsqu'une partie non, il faut prendre l'argent de l'armée, aller affecter aux élections et laisser les rebelles arriver à Kinshasa. Le budget, messieurs, est bien réparti, le budget est bien calculé de la manière, d'une manière à ce que l'armée reçoive, n'est-ce pas, le budget alloué à son activité. Et que si nous sommes dans une période électorale... Il a quel pourcentage? Le budget alloué à l'armée est pour quel pourcentage? Et est-ce que le budget avait pris le contexte de guerre? Par rapport à la récente... Est-ce que le budget avait pris le contexte de guerre? À quel pourcentage? À quel pourcentage? À la hausse. À quel pourcentage? Ça évolue parce que nous n'avons pas un gros budget. Quelqu'un l'a dit ici. C'est un budget... Le total de notre budget, c'est... Alors, qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez quoi? Ce qu'il faut. Alors... Il faut tout d'abord maîtriser la situation. Ne pas paniquer parce que là, on semble paniquer. Il y a les élections qui approchent, il y a le pays, il y a le social. Parce que de l'autre côté, les Congolais continuent à se plaindre. Dan l'a dit, on a tellement de problèmes qu'il faut parfois penser à résoudre les problèmes des Congolais, résoudre le problème sécuritaire. Il n'y a pas que les élections. Et aussi les politiques qui, eux, ont choisi un métier, une activité qui consiste à conquérir le pouvoir. Et au Congo, messieurs, on peut conquérir le pouvoir que grâce aux élections. Et si nous voulons ouvrir une brèche où des gens vont commencer à devenir des députés, des sénateurs ou des mandataires, je ne sais quoi, en ne passant pas par les élections, c'est une anarchie que nous voulons organiser. Sous prétexte de vouloir s'occuper de la question de l'Est. Cette situation serait venue en 2022, non, que dis-je, en 2021 ou en 2020, on ne parlerait pas des élections. Nous ne sommes pas un pays qui ne vit que pour les élections, bien sûr, mais il faut que lorsque nous arrivons au moment où il y a un risque majeur de crise de légitimité, lorsqu'on n'organise pas les élections dans le délai, la crise de légitimité est plus grave que ce que nous voyons aujourd'hui. Ne pensez pas que Fayoulou restera que dans les mots ou dans les paroles. Ne pensez pas que Kabila, qui venait de consulter les gens à Kachamata, ne resterait que dans son silence. D'accord. Ne pensez pas à ça et nous risquons de voir le mort dans nos rues. En 2018, les élections de 2018, avant les élections, il y a eu une certaine opinion selon laquelle on ne doit pas aller aux élections, il faut se mettre autour de la table. Et après, il y a eu le dialogue de SECO. Les gens se sont mis autour de la table. Après, ils se sont partagés les gâteaux. Ceux qui n'étaient pas dans la majorité ont intégré la boîte et ils ont eu des moyens pour préparer les élections. Est-ce que ce n'est pas le même discours aujourd'hui que Fayoulou veut distiller au sein de l'opinion? Merci beaucoup. J'ai bien suivi Dan et Moïse. C'est ce qu'on appelle tricherie intellectuelle. Ils sont de grands tricheurs et avec beaucoup d'intelligence.
prendre la situation sécuritaire et les élections mariées, présentées à la face de la population comme si sans la sécurité, on ne peut pas organiser les élections, alors qu'ils savent très bien que gouverner, c'est prévoir. Tshisekedi savait très bien qu'il y avait des groupes rebelles. Il savait très bien que, sincèrement, c'est de l'irresponsabilité. Tshisekedi n'a jamais dit qu'il n'y aura pas élection. Ici, c'est Fayoulou qui donne sa position. Ce sont des idées qui vont déjà contredire et éloigner. Vous savez, Tshisekedi envoie Dan et Moïse pour nous parler. Pour faire passer ce message. C'est un message très important. Allez-y. C'est un message très important. Ils sont très bien préparés pour ça. Et apparemment, il y a des gens qui commencent à être convaincus par rapport à ce qu'ils ont dit. Alors que ça n'a rien à voir. Je vais démontrer. Mais rapidement sur le plan sécuritaire, regardez les erreurs que nous avons commises. Nous avons eu un problème de... comment on appelle ça? Les Rwandais, là, les FDLR. Vous savez qui nous avons appelés pour nous aider? Ce sont les Rwandais. Vous avez un problème avec les Rwandais, vous appelez les Rwandais pour résoudre les problèmes. C'est ça la façon de régler les problèmes chez nous. Nous avons des problèmes avec les ZF qui sont des Ougandais. Vous savez qui nous avons appelés pour nous aider? On appelle les Ougandais. Ce sont les Ougandais. Plus grave, les M23 ont fait plus de 3-4 ans en Ouganda. Et ils sont entrés par Bunagana de l'Ouganda. Mais nous sommes avec les Ougandais dans le même front. Est-ce que vous pouvez trouver ça sérieux? Si vraiment nous sommes responsables et sérieux. C'est un échec voulu, d'après vous. Je dis c'est prémédité et c'est complice. Je ne voudrais pas ici indexer les gens, mais sincèrement, si on est humain, vous observez, nous avons des problèmes avec les ADF. Nous appelons seulement les Ougandais qui ont la même morphologie, même langage, même discours, comme les ADF. Donc c'est difficile d'identifier, de différencier les ADF et les Ougandais. Est-ce que nous avons réglé les problèmes? C'est la même chose que nous avons fait avec les Burundis. Il y a un groupe de Burundais à l'est de chez nous, là-bas, de notre côté. Nous avons fait entrer les armées burundaises. Donc, est-ce que nous comprenons ce que nous voulons, sincèrement, sur le plan sécuritaire? Mon ami a dit, non, mais ici, la communication militaire et tout ça, non, mon cher. Même nous, là, même si c'était moi qui étais le commandant, je ne vous dirai pas la vérité. On ne peut pas vous dire qu'on a tué 5 militaires congolais et il y a un seul rebelle. Nous allons toujours dire que nous avons tué autant. La communication en temps de guerre a se régler. Là, on ne discute pas. Je trouve là, c'est normal, nous devons le dire. Je reviens rapidement parce qu'on n'a plus le temps. Sur la situation des élections, Moïse est très intelligent et je pense qu'il est passé dans un cabinet pour avoir ces informations. Ça n'a rien à voir. Dans ce pays, il y a plusieurs modes d'accession au pouvoir. Donc, vous pouvez prendre l'hérédité. Sur le plan héréditaire, vous pouvez accéder au pouvoir. Dans ce pays. J'ai dit oui. Dans ce pays, oui, hérédité. Oui, quelle fonction? Quel poste? Non, s'il vous plaît, sois calme. Laisse-moi continuer. Dans le corps du pouvoir coutumier qui sont cooptés. Mais apparemment, est-ce que vous pouvez Nous avons des députés provinciaux. Lorsqu'on parle de pouvoir, il a posé la question. S'il vous plaît. Lorsqu'il parle de pouvoir, lorsqu'il parle d'accession, lorsque j'ai parlé d'accession au pouvoir, mon ami ne voit que Félix Tshisekedi. Il oublie qu'il y a les chefs coutumiers. Non, s'il vous plaît. Non. Allez-y, Doudou, allez-y. Il oublie qu'il y a un pouvoir coutumier. J'ai demandé quel poste. Mais sois calme. Oui, précisé. C'est vous qui avez commencé à parler de la présidence. C'est expliquer en fait. Allez-y. Dan, vous voyez, cette intelligence qu'on vous a donnée aujourd'hui, vous êtes perdu pour la première fois. Le pouvoir coutumier. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais apparemment je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais je comprends, c'est ça la vérité. On peut accéder au pouvoir dans notre pays. Il y a des postes de pouvoir traditionnels que vous pouvez accepter par voie héréditaire. Il y a aussi la cooptation. On peut vous coopter, tout simplement, et vous accéder au pouvoir comme un député, comme l'ami vient de donner l'exemple. Aussi, nous avons choisi l'élection comme mode par excellence d'accession au pouvoir. Et c'est la Constitution qui nous donne ce pouvoir-là. Et un groupe de gens, parce qu'ils ont besoin de voir Félix Tshisekedi au pouvoir jusqu'à 2050, non, ils vont s'organiser, Dan et Moïse, avec leurs acolytes, commencer à essayer un peu ça. C'est ça qu'on appelle ballon d'essai. Cher ami, je ne parlerai pas comme Fayoulou qui vous dit non, transition sans Tshisekedi, parce que ça ne marche plus. Cette histoire-là, nous avons vu avec les vieux Tshisekedi qui disaient transition sans Kabila. Kabila était là jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, Tshisekedi a l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et les élections est constitutionnelle. Et Tshisekedi aussi a l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui va nous brandir. Rappelez-vous l'interprétation de l'article 70.
que Chadari et sa bande ont demandé, il reste en fonction jusqu'à l'installation. Mais nous disons, on ne peut pas escamoter les élections. La meilleure des choses à faire, est-ce qu'on ne peut pas organiser les élections sans Bougnangana? Les élections seront organisées dans ces pays, mais je ne donne pas la date parce que moi je vois déjà les glissements. Et d'ailleurs, ces glissements, ce n'est pas ce que Fayoulou demande. On n'a pas besoin de dialogue. S'il faut dialoguer, mon souci, c'est qu'on dialogue à la CENI. Parce que c'est la CENI qui est l'acteur, qui est d'ailleurs l'organe technique. Mais les politiciens, nous allons discuter, c'est pour se partager le pouvoir parce que la majorité n'ont plus de moyens. Fayoulou n'a plus de moyens, il a sillonné le monde, il n'a plus l'argent. Et là, beaucoup d'entre eux ont besoin d'entrer. Et ils ont besoin d'entrer au gouvernement pour avoir l'argent et s'enrichir et être encore plus fort pendant la campagne électorale. Nous n'avons pas besoin. Non. J'ai fini. Je n'ai pas besoin de voir ces discours se propager, s'il vous plaît. Il faut pas venir avec ça. Il faut arrêter. Alors arrêtez de vivre dans un pays démocratique. Non, je dis si c'était à l'époque de Kabila, à la 10e mairie, vous retrouverez Dan et Moïse en train de danser, que nous allons mourir aujourd'hui s'il n'y a pas d'élection. Ce sont des journalistes. Non, vous les taxez. Lorsque j'ai dit ça, ils comprennent ce qu'ils ont dit. Donc derrière, il y a tout un peuple qui suit ce qu'ils ont dit. Une seconde. Moïse, tout de suite. Une seconde, parce qu'on nous signale à partir de la régie qu'on a largement dépassé. Alors, en une seconde, votre position. Oui, par rapport au ce que je voulais ajouter tout à l'heure là, par rapport au propos des questions que j'avais oublié, c'était de rappeler qu'aujourd'hui, même des sources locales nous ont renseigné qu'il y avait des éléments ougandais et rwandais qui ont débarqué aux côtés du M23 avec ce vendredi 28, avec des uniformes, des armes, des Motorola, tout neuf. Donc c'est pour comprendre que nous avons plusieurs ennemis à la fois. Nous avons le M23, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise sur le sol qui nous attaquent. Donc, bref, j'aimerais préciser ici, parce qu'on m'a taxé de quelqu'un du dialyse MRU, que Doudou doit se calmer. Nous, on n'a pas parlé de dialogue. On a seulement rappelé ici que chaque fois qu'on parle d'élection dans ce pays, nous jouons le jeu des politiciens qui veulent, eux, arriver au pouvoir sans avoir forcément des alternatives. Aujourd'hui, je ne vois aucun président qui a une alternative. Non, il ne faut pas dire ça, mon cher. Ça, c'est mon avis. Non, et puis Doudou est en train de parler de mais il interdit aux autres d'avoir une liberté d'expression. C'est grave. Non, cette liberté ne peut pas biaiser la Constitution. Il ne faut pas frauder. Non, mais l'expression, on n'a pas circonscrit. Je peux m'exprimer. Je vous dis que cela soit conforme à la loi. Vous n'aurez pas. Vous risquerez de ne pas avoir le dernier mot. Ce n'était qu'une opinion. Donc, quand on parle de Fayoulou, par exemple, Fayoulou s'est connu, c'est depuis lors qu'il a même trahi ses propres amis pour pouvoir, avec ses propositions de dialogue, on le sait tous. Donc aujourd'hui, s'il dit ce qu'il dit là, ce n'est qu'une démarche qu'il a commencé depuis longtemps qui va aboutir. La dernière chose que j'aimerais ajouter, vous allez ajouter à la prochaine émission, vous n'êtes pas seul sur ce plateau pour prendre tout le temps. Non, mais mais il faut laisser aux autres parce que. 30 secondes, c'est déjà épuisé. 30 secondes. Alors, gardez ça pour la prochaine émission. Alors, Dan, allez-y rapidement. Ok, merci. Pour par finir, rapport aux allégations avancées par Doudou. Je trouve un peu contradictoire ce que Doudou et Christophe disent, parce que d'une part, ils disent qu'on a besoin de moyens pour mettre fin à la guerre. D'autre part, ils disent que nous devons absolument aller aux élections. Vous comprenez? C'est pourquoi moi je dis il faut que nous puissions savoir ce que nous voulons. Vous comprenez? Je n'ai pas dit qu'il faut nécessairement que Tshisekedi aille au-delà de 2023. Non, moi je me dis il faut que nous sachions ce que nous voulons réellement. Soit nous allons organiser les élections qui seront bâclées, soit nous nous concentrons pour avoir des bonnes élections et puis pour que le Congo puisse vivre après les élections. Vous comprenez? Et donc, pour conclure, je suis de ceux qui pensent que les élections pour les élections, non. Non, les élections pour les élections, non. Mais il faut quoi? Il faut trouver un mécanisme à travers lequel nous pouvons aller aux élections et sauvegarder le pays. Ce pays-là. Non, pas partager le pouvoir. Il n'y a pas de dialogue ici. Non. Il faut trouver. Alors, Christophe, laissez-les chuter. Tout à l'heure, vous aurez la parole. Vous savez que ces élections coûtent au moins $1 milliard à la République. Au moins $1 milliard pour alors, ces élections. Vous préconisez quoi exactement? Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut que les politiques, la société civile et ceux qui sont au pouvoir puissent définir un cadre idéal à travers lequel le pays puisse trouver un nouvel élan. En dehors de la Constitution. Et par exemple, les dialogues. Vous l'appelez ça dialogue? Dialogue ou pas dialogue, ce qui est important, c'est qu'il faut... de concertation. Voilà. Un cadre de concertation. Christophe, Mpiana, vous avez suivi les interventions des uns et des autres sur ce plateau. Votre dernier mot, à quelques secondes, comme ça on passe.
Cher Francis, vous savez que Félix Tshisekedi, lorsqu'il a pris le plein pouvoir dans ce pays, il avait un bilan à défendre à la fin. Et aujourd'hui, nous sommes à la porte de la fin du premier mandat ou du mandat de Félix Tshisekedi. Il a un bilan à défendre et ce bilan n'est pas à partager avec qui que ce soit. Alors, lorsque aujourd'hui nous voulons faire entrer, nous voulons occasionner une situation de chaos, n'est pas organisé en n'organisant pas les élections, cela n'apporterait en rien la paix dans l'Est du pays. Croyez-moi, le manque, si on n'organise pas les élections, cela ne veut pas dire qu'on va résoudre le problème de l'Est, encore moins qu'on va mettre en confiance ou les hommes des uniformes ou la population pour accompagner. Alors, vous proposez exactement ce qu'il faut, c'est que le gouvernement, le président de la République, Félix Tshisekedi, tous les dirigeants doivent s'assumer et prendre les taureaux par les cornes. En faisant quoi? C'est-à-dire à résoudre le problème comme il se doit. Lorsque le gouvernement était hier devant le Parlement, il n'est pas venu avec un discours qu'on n'arriverait pas. Non, ils sont venus, le gouvernement est venu... Donc vous demandez au président de la République et son équipe gouvernementale, dirigée par sa main, de s'assumer. Voilà. Doudou, oui, le gouvernement est invité à prendre ses responsabilités en main, résoudre les problèmes, en même temps organiser les élections. On organise les élections. Vous voyez les élections. Après, dès qu'on a élu Félix Tshisekedi, c'est depuis ces jours-là que les fonds de la CENIC commençaient déjà à se rassembler. S'ils ne savent pas, c'est chaque année qu'on met de côté les moyens pour l'organisation des élections. Ce n'est pas seulement à la veille que vous allez... Oui, c'est ça la vérité. Et vous le savez, Dan. Tout simplement... Vous savez, ce qu'ils disent, je ne sais pas si... Apparemment, nous sommes entre quatre murs et on ne comprend pas ce que ça va donner en dehors de ces plateaux. Qu'on n'organise pas les élections, alors que le Congo a organisé en 2018 avec ses propres moyens. Félix Tshisekedi, qui sait très bien que gouverner, c'est prévoir, il savait très bien tout ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est ce que nous, avec Félix Tshisekedi, on décriait, non? La guerre. Alors, en 2013, s'il vous plaît, en 2013, lorsqu'on faisait des bruits à Kabila, la guerre. Et ce qui est arrivé avec Kamona Safou, nous avons même dit que Kabila a créé des milices. Merci à vous. Pour qu'il glisse et qu'il fasse ceci. Cher ami, sans élection dans ce pays, sincèrement, c'est peut-être Félix qui a les problèmes. Merci, Doudou. C'est peut-être Félix qui a les problèmes. Merci. L'alternance nous donnera raison un jour. Voyons voir. Moi, je ne dis pas qu'on doit organiser les élections pour les élections, mais ce qui est plus important, ça peut arriver que Félix soit aussi les problèmes. Il a mal négocié peut-être. Peut-être qu'il a mal procédé, c'est pour ça que nous avons confiance aujourd'hui. Donc l'alternance peut nous aider. Faisons confiance. À partir de vos bureaux, de vos maisons, le rendez-vous d'Avabroui prend pratiquement fait maintenant. Et à ce niveau des débats, comprenez que lorsqu'on parle de la RDC, il y a toujours des échanges. Chacun de nous a sa façon de voir les choses. Mais le plus important, c'est que le Congo gagne. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci à John Katemwe qui était derrière les caméras. Merci à Joël Mouka. Merci à vous, Doudou. Merci beaucoup. Merci à Christophe Piana. Merci beaucoup. Merci à Moïse. Ouais, merci à Danzang qui a fait partie de ce débat. Merci à Louis France pour la coordination de cette émission. Le rendez-vous d'Avabroui, c'est désormais à partir de jeudi à 11h. Mardi aussi à 11h, mais le samedi reste maintenu parce qu'avant d'aller dans le bruit, il faudrait se rendre effectivement compte de la bonne marche du pays et de l'évolution de la situation au niveau de la RDC. Quant à moi, Francis Otudi, je vous dis merci et on se fixe rendez-vous pour le samedi prochain. Merci.